Le silence qui est tombé dans la salle à manger à ce moment-là n'était pas un silence ordinaire. C'était le bruit sourd de quelque chose qui se brisait pour toujours, comme une vitre épaisse qui éclate sur le sol en 1000 morceaux. Imaginez ce moment précis où vous comprenez que les personnes pour qui vous avez tout sacrifié, que vous avez nourri et soutenu pendant des décennies, ne vous voient plus comme un être humain, mais comme une simple gêne. Tout s'est joué pendant un dîner pluvieux ici à Strasbourg, entre une part de bake-off et un verre de vin blanc. Ma belle-fille, Céline, me regardait avec un mépris qu'elle ne prenait même plus la peine de cacher. Mon fils, Stéphane, gardait les yeux baissés sur son assiette, incapable de soutenir mon regard. Et puis elle a lâché ces mots d'un ton glacial qui m'a transpercé. « Tu n'es qu'un poids pour cette famille, Béatrice. Tu dois comprendre que ton heure est passée. » À cet instant, quelque chose s'est éteint en moi, mais à sa place est née une froideur que je ne me connaissais pas. J'ai posé mes couverts avec une lenteur calculée, j'ai fixé Céline droit dans les yeux et j'ai répondu d'une voix qui ne tremblait pas. C'est étrange, je serais donc un poids. Mais dis-moi, Céline, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'à partir de cet instant précis, je ne payerai plus un seul de vos comptes? La fourchette de mon fils a glissé sur son assiette avec un bruit strident. La table entière s'est figée. Leurs visages sont devenus livides, vidés de toute couleur. Et ce n'était que le début de la vérité qui allait les emporter. Bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice, j'ai 68 ans et je vous parle de ma maison à Strasbourg, une ville de caractère et de rigueur que j'ai toujours aimée. Pendant presque 40 ans, j'ai travaillé comme cadre administrative dans une grande institution publique. Ma vie a été faite de chiffres, de budgets, de dossiers et de précision. J'ai toujours cru que si les comptes étaient justes sur le papier, alors la vie était en ordre. Mais je me trompais lourdement. J'ai passé ma carrière à équilibrer les budgets des autres, en oubliant de surveiller celui de mon propre cœur et de ma propre famille. Je suis veuve depuis quelques années maintenant et, depuis le départ de mon mari, j'ai tout fait pour être le pilier de mon fils Stéphane et de sa famille. J'ai tout donné, sans jamais rien demander en retour, convaincue que l'amour était un investissement désintéressé. Je ne savais pas que certains étaient déjà en train de calculer combien valaient mon silence et mon absence. Mon histoire ne commence pas vraiment à cette table, mais des mois plus tôt, dans le silence des couloirs de cet appartement. Vous savez, quand on prend sa retraite après une vie passée à gérer des bureaux et du personnel, les gens pensent que l'on devient soudainement lente, que notre cerveau s'éteint en même temps que l'ordinateur du travail. Céline, ma belle-fille, en était persuadée. Elle me voyait assise dans mon fauteuil à lire ou à regarder par la fenêtre, et elle pensait que j'étais devenue un élément de décor, un vieux meuble qui prend de la place. Elle a commencé à parler de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Elle disait à Stéphane que la maison était bien trop grande pour une femme seule, que les escaliers étaient dangereux, que je serais sans doute mieux dans un endroit plus calme, avec une assistance constante. Elle utilisait des mots doux pour cacher des intentions cruelles. Stéphane écoutait et hochait la tête, trop faible pour défendre la femme qui l'avait élevée seule. Pourtant, je n'étais pas éteinte. J'étais juste fatiguée de me battre, alors j'avais laissé les choses se faire. Je leur avais donné accès à certains comptes par commodité, je les avais laissés m'aider avec la paperasse parce que je voulais les sentir proches de moi. Mais la commodité est vite devenue de l'avidité. J'ai commencé à remarquer des petites choses, des détails qui auraient échappé à un œil moins exercé que le mien. Il manquait des courriers dans la boîte aux lettres. Certaines conversations téléphoniques s'arrêtaient net quand j'entrais dans la pièce. Et puis, il y avait l'attitude de Céline. Elle avait arrêté de me demander la permission pour quoi que ce soit. Elle invitait du monde, changeait les meubles de place, agissait comme si la maîtresse de maison, c'était elle, et que je n'étais qu'une parente pauvre hébergée par charité. Mon fils Stéphane a toujours été un homme ambitieux, mais sans la persévérance nécessaire pour réussir par lui-même. Il voulait la belle vie, les vêtements de marque, les dîners dans les restaurants chics du centre-ville, mais son travail de consultant ne rapportait jamais autant qu'il l'espérait. Céline, de son côté, rêvait d'être une femme d'affaires influente, mais sa boutique de parfums était constamment dans le rouge. Je les aidais. Je payais les frais de scolarité de mes petits-enfants, Théo et Chloé. Je payais leurs vacances.
Je payais même les traites de leur voiture, persuadée que c'était mon devoir de mère et de grand-mère. Cela ne me pesait pas, tant que je pensais que c'était un geste d'amour. Mais ce voile d'illusion a commencé à se déchirer quand j'ai compris que pour eux, je n'étais pas Béatrice, la mère et la grand-mère, mais simplement un distributeur automatique de billets. La tension à la maison était devenue pesante. Chacune de mes questions recevait des réponses évasives. « Ne t'inquiète pas, maman, ce sont des détails techniques », disait Stéphane quand je demandais des éclaircissements sur certains documents. « Repose-toi, Béatrice, tu n'as plus l'âge pour ces complications », ajoutait Céline avec ce sourire forcé qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Il me traitait comme si j'étais incapable de comprendre ce qui se passait, alors que derrière mon dos, il construisait un château de mensonges. Il pensait que mes années passées à contrôler des budgets administratifs appartenaient à la préhistoire. Il ne savait pas que mon esprit était encore bien plus vif que le leur. Ce soir-là, pour le dîner, j'avais tout préparé avec soin. Je voulais que ce soit un moment normal, une dernière chance pour eux d'être honnêtes. J'avais cuisiné ce plat qu'ils aiment tant. J'avais mis la belle nappe, celle des grandes occasions. Mais l'atmosphère était électrique. Céline ne faisait que se plaindre du coût de la vie, de la difficulté de maintenir un certain standing, de l'espace qui devenait précieux en ville. C'était un siège psychologique, une façon de m'amener à dire « Prenez tout, je n'en ai plus besoin ». Mais je savais. Je savais déjà tout ce qu'ils avaient fait dans mon ombre. Je savais pour les dettes, je savais pour les signatures imitées, je savais pour leurs projets de me placer dans une institution pour vendre tout ce que j'avais construit avec effort. Quand Céline a jeté sa serviette sur la table et m'a traité de poids, elle a cru qu'elle avait gagné la bataille finale. Elle pensait que j'allais fondre en larmes, que j'allais m'excuser d'exister. Au lieu de cela, je l'ai regardée et j'ai vu toute sa mesquinerie. J'ai regardé mon fils et j'ai vu sa lâcheté. Mon annonce de ne plus payer leurs factures a été l'effet d'une bombe. Stéphane a essayé de parler, de dire que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, mais sa voix s'est étranglée dans sa gorge. Il savait que mes mots signifiaient leur ruine financière immédiate. Il savait que sans moi, leur vie de façade allait s'effondrer avant la fin du mois. Céline a tenté de rattraper le coup, passant de l'insulte à une fausse inquiétude en une seconde. Mais Béatrice, voyons, nous essayons juste d'organiser l'avenir de tout le monde, tu ne peux pas le prendre comme ça pour une simple remarque honnête. Mais je n'étais plus la femme soumise des mois précédents. J'étais redevenue la cadre qui ne se laissait pas berner par les beaux discours. « L'avenir de tout le monde ou votre luxe, Céline ?» ai-je demandé calmement. « J'ai vu les mouvements bancaires, j'ai vu les notifications que vous avez tenté de me cacher, et j'ai vu aussi ce que vous avez fait avec ma signature numérique. » À ce moment-là, le silence est devenu total. Mon fils est devenu rouge de honte, incapable de lever les yeux du bord de la table. Céline a ouvert la bouche pour nier, mais aucun mot n'est sorti. Nous étions là, dans cette salle à manger, qui avait vu tant de fêtes et de rires, et pourtant, cela ressemblait à un tribunal. Mes petits-enfants, Théo et Chloé, n'étaient pas à table ce jour-là, et j'en étais soulagée. Je ne voulais pas qu'ils voient de la misère morale de leurs parents. Mais je savais qu'eux aussi, d'une certaine manière, avaient été utilisés dans ce jeu cruel. Ma décision était prise. Ce n'était pas une vengeance, c'était un acte de survie et de dignité. Si j'étais un poids, alors j'allais arrêter de les porter. Si j'étais inutile, alors ma signature et mon argent n'auraient plus aucune valeur pour eux. Alors que je les regardais trembler face à la perspective de devoir affronter la réalité sans mon parachute financier, j'ai repensé à tous les sacrifices que j'avais faits. À toutes les heures supplémentaires, à toutes les privations pour m'assurer que Stéphane ne manque de rien. Je me suis demandé où je m'étais trompée, à quel moment l'amour s'était transformé en exigence. Mais ce n'était plus le moment des regrets. C'était le moment de l'action. J'avais passé les 3 dernières semaines à avancer dans l'ombre, tout comme il l'avait fait avec moi. J'avais rassemblé des preuves, j'avais parlé aux bonnes personnes, j'avais protégé ce qui restait de ma vie. Ce dîner n'était que la scène que j'avais choisie pour faire tomber le rideau sur leur comédie. Stéphane a finalement essayé de bafouiller quelque chose. « Maman, on doit se calmer.
tu ne peux pas nous laisser avec toutes ces dettes. On a des responsabilités. La boutique de Céline a besoin d'air. » Il appelait cela de l'air. Moi, j'appelais cela un gouffre. C'était un gouffre qui était en train d'avaler le travail de toute une vie. « L'air, vous vous le donnerez tout seul, Stéphane, » ai-je répondu en me levant. « À partir de demain, chaque centime qui sortira de mon compte sera pour moi. La maison restera fermée à clé quand je n'y suis pas. Et pour ce qui est des dettes que vous avez contractées en mon nom, eh bien, vous en discuterez avec les personnes concernées. » J'ai vu Céline tressaillir. Elle savait exactement ce que je voulais dire. Elle savait que j'avais découvert le délit qu'ils avaient commis en pensant que je ne m'en rendrais jamais compte. Ce soir-là, après qu'ils soient partis en hâte, laissant les assiettes sales et leurs excuses non dites, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé par la fenêtre. Je me sentais légère, malgré la douleur au cœur. Pendant des années, j'avais porté le poids de leur ingratitude en pensant que c'était mon fardeau de mère. Maintenant, je l'avais posé au sol. Je savais que les jours suivants seraient difficiles, qu'il y aurait des menaces, des larmes feintes et des tentatives de manipulation. Mais je savais aussi que j'avais la vérité de mon côté. Et la vérité, dans une ville de gens sérieux comme la mienne, a toujours le dernier mot. Il ne pouvait plus se cacher. Le jeu était fini et j'étais prête à reprendre ma vie, un morceau après l'autre. La nuit est passée lentement, mais sans cauchemar. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus comme une proie. J'étais redevenue la maîtresse de mon destin. Alors que l'aube commençait à éclaircir le ciel, j'ai préparé mon café et j'ai organisé les documents sur mon bureau. Tout était prêt pour l'étape suivante. Ils ne savaient pas encore à quel point j'étais allée loin dans leurs mensonges. Ils ne savaient pas que j'avais déjà parlé à quelqu'un qui pouvait détruire leur château de cartes d'un simple coup de téléphone. Mais surtout, ils ne savaient pas que la Béatrice qu'ils connaissaient, celle qui souriait et payait en silence, avait disparu pour toujours lors de ce dîner du dimanche. Chaque mouvement que j'avais planifié était dicté par une logique implacable. S'ils voulaient que je sorte de leur vie parce que j'étais un poids, j'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient, mon absence totale de chacun de leurs problèmes économiques. Je voulais voir s'ils seraient aussi forts, sans ma signature sur leur contrat de location, sans ma garantie sur leurs emprunts, sans mon nom pour couvrir leurs échecs. Il était temps que Stéphane devienne un homme et que Céline comprenne que l'élégance ne s'achète pas avec l'argent volé à une belle-mère que l'on feint d'aimer. Le chemin devant moi était clair et je n'aurais aucune hésitation. La vérité était en train de faire surface et personne ne pourrait arrêter la vague qui allait les emporter. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés à ce froid polaire pendant le dîner, je dois vous raconter ce qui s'est passé au cours des 3 semaines précédentes. Tout a commencé par un pur hasard, ou peut-être un signe du destin, lors d'un après-midi pluvieux typique de Strasbourg, quand l'humidité s'infiltre partout et que les ruelles pavées de la petite France semblent être le seul refuge. Ma petite fille Chloé avait oublié sa tablette sur le canapé du salon. D'habitude, je ne touche jamais aux affaires des enfants, je respecte leur intimité, mais l'appareil n'arrêtait pas de vibrer à cause de notifications incessantes. Je pensais que c'était quelque chose d'urgent pour l'école, alors je me suis approchée pour couper le son. L'écran était déverrouillé sur un dossier partagé qui portait le nom de notre famille. Intriguée, j'ai ouvert un fichier qui ressemblait à un document bancaire. Dès que j'ai lu la première ligne, mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était une demande de financement pour la boutique de parfums de Céline, un montant énorme, des chiffres qui auraient fait trembler n'importe qui. Mais ce n'était pas le montant qui m'effrayait, c'était la dernière page. Là, dans l'espace réservé aux garants, il y avait mon nom. Et à côté de mon nom, il y avait une signature numérique que je n'avais jamais apposée. Stéphane connaissait mes codes. Il m'avait aidé lui-même à configurer mon identité numérique des mois auparavant, disant qu'il le faisait pour me simplifier la vie, pour m'éviter de faire des files d'attente inutiles dans les administrations. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne simplifiait pas ma vie. Il préparait le terrain pour la piller. J'ai ressenti un froid soudain, une sensation de vide qui partait de mon estomac et montait jusqu'à mon cœur. Mon fils, l'homme que j'avais tenu par la main lors de ses premiers pas,
avaient utilisé mon identité comme si j'étais déjà morte ou incapable de comprendre. Je suis restée assise dans ce fauteuil pendant des heures, avec la tablette entre les mains, alors que la nuit tombait dehors. Je n'arrivais pas à croire que ma confiance avait été transformée en une arme contre moi. Pendant des années, j'avais géré les budgets de grandes institutions, j'avais vu des fraudes et des tentatives de manipulation de la part de fournisseurs sans scrupules, mais je n'étais pas préparée à en trouver un entre les murs de ma propre maison avec le visage de mon fils. Cette découverte n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dans les jours qui ont suivi, poussée par une lucidité douloureuse, j'ai commencé à tout observer avec des yeux différents. Je me suis comportée comme si de rien n'était, continuant à sourire et à préparer le repas. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, je devenais une enquêtrice dans mon propre appartement. J'ai trouvé d'autres traces. Dans le bac de recyclage du papier, sous des couches de publicité, j'ai récupéré des enveloppes de la banque qui n'étaient jamais arrivées entre mes mains. C'étaient des rappels de paiement pour des comptes que je ne savais même pas avoir ouverts. Céline et Stéphane avaient créé un système parfait. Je payais les dépenses courantes, les courses, les factures d'électricité et de chauffage, alors qu'ils utilisaient mon crédit résiduel et ma réputation financière pour alimenter leurs rêves de grandeur. La boutique de Céline n'était pas une activité commerciale. C'était un puits sans fond de dettes couverte par ma sueur. Le plus douloureux n'a pas été de découvrir le vol d'argent, mais le vol de ma dignité. Un après-midi, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer le café, j'ai entendu Céline parler au téléphone dans le couloir. Elle ne savait pas que j'étais rentrée plus tôt de ma promenade le long de l'île. Elle riait. Oui, la banque automatique est encore convaincue que nous passons juste un mauvais moment, disait-elle à son ami. Stéphane a tout sous contrôle. Dès que nous réussirons à lui faire signer cette délégation totale pour la gestion des biens, nous pourrons enfin vendre son fonds de pension et nous installer dans cette villa à la campagne. Elle sera très bien dans une résidence assistée, elle aura tout le temps de lire ses livres sans déranger personne. Je suis restée immobile, avec ma cuillère à la main, écoutant le bruit du café qui coulait. J'étais devenue un objet, un obstacle vers leur villa, une source de profit à presser jusqu'à la dernière goutte avant d'être jetée dans un hospice. Ce soir-là, au dîner, je les ai bien observés. Céline portait une montre neuve, un de ces modèles qui coûtent autant que 3 mois de ma retraite. Stéphane parlait d'un possible voyage d'affaires, disant qu'il aurait besoin d'une petite avance pour des frais de représentation. Je le regardais, et je cherchais à retrouver en lui l'enfant qui se cachait derrière mes jupes quand il avait peur du tonnerre. Mais il n'y avait plus aucune trace de cet enfant. Il y avait un homme d'âge mûr, consumé par l'ambition et la faiblesse, qui préférait voler sa mère plutôt que d'admettre ses propres échecs. Je me suis rendu compte que mon silence et ma générosité les avaient transformés en monstres. J'avais pensé les protéger des duretés de la vie, et à la place, j'avais seulement nourri leur arrogance. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne pleurerais pas. Les larmes sont pour ceux qui ont perdu quelque chose, et je n'avais rien perdu qui vaille la peine d'être conservé si le prix était ma liberté. J'ai commencé à planifier ma contre-attaque avec la même précision que lorsque je clôturais les budgets trimestriels au bureau. J'ai récupéré tous mes relevés de compte en ligne, j'ai fait des captures d'écran des discussions que j'avais trouvées par erreur sur la tablette, j'ai rassemblé chaque preuve de leur mauvaise foi. Chaque chiffre que j'insérais dans mon dossier secret était un clou dans le cercueil de leur impunité. Ils m'appelaient un poids. Bien, ils allaient bientôt découvrir à quel point la vérité peut être lourde quand elle décide de tomber de toute sa force sur ceux qui ont vécu de mensonges. J'ai continué à jouer mon rôle pendant encore 2 semaines. Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Voir mon fils m'embrasser sur la joue en sachant qu'il planifiait de m'enfermer dans une structure me donnait la nausée. Voir Céline se plaindre du prix du pain alors qu'elle portait au bras des sacs qui valaient une fortune me mettait en colère. Mais je devais résister. Je devais m'assurer que chaque issue pour eux soit fermée avant de parler. J'ai découvert qu'ils avaient même commencé à contacter un centre pour personnes âgées hors de la ville, se faisant passer pour moi, demandant des informations sur les coûts et les procédures de placement volontaire. Ils voulaient faire croire que c'était mon idée, que j'avais moi-même admis ne plus y arriver seule. Alors que je rassemblais ces informations,
j'ai senti une force nouvelle couler dans mes veines. Je n'étais pas la vieille femme fatiguée qu'il voulait de faire croire aux autres. J'étais Béatrice, la femme qui avait géré des crises administratives complexes, qui avait tenu tête à des directeurs arrogants et qui avait élevé un fils, seul, en travaillant 12 heures par jour. Leur ingratitude a été l'étincelle qui a rallumé ma détermination. S'ils pensaient que je partirais en silence, sans lutter pour ce qui m'appartenait, ils avaient mal fait leurs calculs. Strasbourg est une ville qui n'oublie pas ceux qui travaillent dur, et j'avais trop travaillé pour laisser 2 parasites tout détruire au nom d'une vie d'apparence. J'ai commencé à fréquenter de nouveau mes anciens collègues et amis, sortant de la maison sous prétexte d'aller au marché ou à l'église. En réalité, je me préparais. J'ai parlé à des personnes qui savaient comment bouger dans ces cas-là. J'ai vérifié la validité légale de chaque document que j'avais trouvé. Plus j'allais au fond des choses, plus la blessure dans mon cœur s'élargissait, mais en même temps, mon esprit devenait plus froid et précis. Il n'y avait pas de place pour l'émotion dans cette phase. Cela devait être une question de chiffres, de faits, de justice. Chaque fois que je rentrais à la maison et que je voyais Céline me regarder avec cet air de suffisance, comme si j'étais un meuble poussiéreux, je souriais intérieurement. Bientôt ce sourire passerait sur mon visage de façon définitive. La trahison d'un fils est une douleur que l'on ne peut pas expliquer avec des mots. C'est comme si les racines de votre vie étaient arrachées avec violence. Je me demandais chaque nuit où je m'étais trompée. Peut-être avais-je été trop présente? Peut-être leur avais-je rendu les choses trop faciles? Stéphane n'avait jamais dû lutter vraiment pour quoi que ce soit, parce que j'étais toujours là pour parer les coups. Maintenant, le coup le plus dur, c'était lui qui me le donnait. Mais j'avais compris que continuer à le protéger serait mon erreur finale. La leçon que je ne lui avais pas donnée étant jeune, il allait devoir l'apprendre maintenant, au prix fort. On ne peut pas construire son bonheur sur les décombres de la vie de celle qui vous a mis au monde. J'ai découvert aussi que Céline avait convaincu Stéphane d'arrêter de payer mon assurance santé complémentaire, détournant ses fonds pour payer le loyer de la boutique en centre-ville. Elle disait que j'étais forte et que je n'en avais pas besoin, que c'était de l'argent gaspillé. Quand j'ai lu ce mail sur leur ordinateur, j'ai senti un frisson. S'il m'était arrivé quelque chose, j'aurais été découverte et sans ressources, alors qu'ils auraient continué à porter des toasts dans les bars à la mode. Ce fut la confirmation finale. Il n'y avait plus de place pour le pardon immédiat. Il y avait seulement de la place pour la réalité. Ils me traitaient comme un poids parce qu'ils voulaient que je me sente comme telle, espérant que je m'abandonne à leurs plans. Mais un poids, quand il tombe, écrase ceux qui sont dessous. La dernière pièce du puzzle est arrivée quand j'ai trouvé le projet d'un contrat de vente pour certains de mes titres d'État. C'étaient les économies que j'avais mises de côté pour l'université de mes petits-enfants, Théo et Chloé. Ils voulaient brûler aussi l'avenir de leurs propres enfants pour maintenir leur présent fait de fiction. Ce fut le moment où ma tristesse s'est transformée en une détermination d'acier. J'allais me défendre, mais j'allais défendre aussi mes petits-enfants contre la voracité de leurs parents. Chloé et Théo méritaient un exemple différent. Ils méritèrent de savoir que l'honnêteté a une valeur et que l'ingratitude a un prix très élevé. Alors que je me préparais pour ce dîner du dimanche qui allait tout changer, j'ai regardé mes mains. C'étaient des mains qui avaient travaillé, des mains qui avaient soigné, des mains qui étaient maintenant sur le point de reprendre le contrôle de leur propre histoire. Je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme une femme qui allait remettre de l'ordre dans un bilan qui était devenu incontrôlable par trop d'amour. Le menu était prêt, les preuves étaient en sécurité et ma voix était ferme. Céline pensait m'offenser en m'appelant un poids, sans se rendre compte que c'était précisément ce poids qui tenait debout toute leur fragile existence. Sans moi, ils n'étaient rien. Et ils allaient le découvrir de la façon la plus amère possible, devant ce plat qui avait le goût de la trahison et de la vérité. Je savais que Stéphane essaierait de jouer sur ma culpabilité de mère, qu'il utiliserait des mots doux une fois découverts. Mais j'avais déjà entendu ces vraies paroles dans ces discussions secrètes. Je savais que Céline pleurerait des larmes de crocodile, cherchant à passer pour la victime d'une belle-mère cruelle. Mais les chiffres ne mentent pas, et j'avais les chiffres de mon côté.
La précision administrative que j'avais utilisée pendant 40 ans était maintenant mon bouclier. Il n'y avait aucune émotion qui pouvait altérer le résultat de cette équation. Ils avaient volé, ils avaient menti, et ils avaient planifié de m'écarter. La réponse était unique, et c'était celle que j'allais donner à table, les laissant dans un froid absolu. Ce matin-là, avant qu'ils n'arrivent pour le déjeuner, j'ai fait une promenade en ville, vers la cathédrale. J'ai regardé les gens qui couraient, les boutiques élégantes, la vie qui s'écoulait. Je me suis sentie de nouveau faire partie de ce monde, non plus comme une ombre enfermée à la maison. J'étais Béatrice, et j'étais vivante. J'avais un plan, j'avais la vérité et, pour la première fois depuis des années, j'avais de nouveau du respect pour moi-même. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai commencé à cuisiner, les odeurs remplissaient les pièces, mais pour moi c'était l'odeur de la liberté qui s'approchait. Chaque geste était précis, chaque pensée était focalisée. Ils n'allaient jamais oublier ce repas. Ils n'allaient jamais oublier la leçon que la vieille inutile allait leur donner. Alors que je mettais le plat au four, j'ai pensé à mes petits-enfants. Ils étaient la seule chose qui me faisait encore mal dans toute cette affaire. Mais j'ai compris que le plus beau cadeau que je pouvais leur faire était de montrer qu'il ne faut jamais accepter l'injustice, même si elle vient de ceux que l'on aime. Ils devaient voir que leur grand-mère n'était pas un poids, mais un rocher. Et un rocher ne se déplace pas avec des mensonges. On est prêt pour la confrontation finale quand la douleur a été dépassée par la conscience. J'étais prête. Les voix de Stéphane et Céline, qui entraient dans la maison, ont été le signal. La comédie allait finir et la vérité allait prendre le centre de la scène avec toute sa simpliquante dévastatrice. Céline est entrée dans la cuisine en se plaignant du trafic et de sa fatigue. Elle a posé son sac coûteux sur la table sans même me saluer. Stéphane m'a donné un baiser distrait sur le front, demandant si le repas était prêt parce qu'ils avaient des engagements dans l'après-midi. Je les ai regardés et j'ai ressenti une étrange forme de pitié. Ils ne savaient pas que c'était le dernier repas que je payais pour eux. Ils ne savaient pas que leur carte de crédit avait déjà été bloquée une demi-heure plus tôt. Ils ne savaient pas que la femme qu'ils avaient devant eux n'était plus leur banque, mais leur juge. Le silence qui allait suivre mes paroles à table ne serait que la première étape d'une reconstruction qui ne les verrait plus comme protagonistes. Alors que j'apportais le plat à table, mon cœur battait fort, mais pas par peur. C'était l'émotion de la libération. J'ai servi le repas avec soin, écoutant leurs habituels bavardages vides, leurs commentaires ironiques sur ma maison vieillotte et sur mes habitudes dépassées. Céline a commencé à parler de la nécessité d'un changement radical, de comment ma vie serait meilleure dans un environnement plus protégé. Elle a utilisé précisément ce mot, protéger. Elle voulait me protéger de mon propre argent, de ma propre maison, de ma propre vie. Stéphane hochait la tête sans me regarder dans les yeux. C'est alors que j'ai compris que le moment était arrivé. Il n'y avait plus rien à attendre. Le voile devait tomber. Quand Céline a prononcé cette phrase infâme, m'appelant un poids, j'ai ressenti un instant de froid absolu, suivi d'une clarté mentale incroyable. J'ai vu toute leur pauvreté enfermée dans ces mots. Ils étaient tellement convaincus de ma faiblesse qu'ils ne craignaient même pas d'être cruels ouvertement. Ils pensaient m'avoir déjà vaincu, m'avoir déjà enfermé dans cette chambre d'hospice qu'ils avaient choisie pour moi. Mais ma réponse les a frappés comme une gifle glacée en plein visage. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'à partir de cet instant précis, je ne payerai plus un seul de vos comptes? Dans cette question, il y avait toute ma vie de travail, toute ma dignité bafouée et toute la force que j'avais récupérée. Voir la terreur dans leurs yeux a été la confirmation que mon plan était parfait. L'assurance de Céline s'est évaporée en un instant, laissant la place à un masque de panique. Stéphane a commencé à bafouiller, cherchant à comprendre si je plaisantais ou si j'avais vraiment tout découvert. Mais mes yeux ne plaisantèrent pas. C'étaient les yeux de celle qui a vu la fin d'une illusion et qui n'a plus l'intention de faire marche arrière. Le repas était fini, mais leur descente vers la réalité venait à peine de commencer. Et j'étais là, immobile à ma place en bout de table, savourant enfin le goût de la vérité,
un goût qu'aucune de mes recettes n'aurait jamais pu égaler. Le silence qui a suivi a été le plus beau son que j'ai entendu depuis des années. C'était le son de mon indépendance qui revenait réclamer son espace. Je savais que les heures suivantes seraient une tempête de cris, d'excuses et de menaces, mais j'étais prête. J'avais les documents, j'avais les preuves, et surtout, je me retrouvais enfin. Je n'étais pas un poids. J'étais la colonne vertébrale qu'ils avaient tenté d'abattre, sans comprendre qu'en le faisant, ils allaient faire s'écrouler tout leur monde sur leur propre tête. La leçon venait de commencer, et j'étais la seule qui connaissait toutes les bonnes réponses de cet examen final de vie et d'honnêteté. Ce que Céline et Stéphane n'avaient pas compris, c'est que mon silence n'était pas de la résignation, mais de la préparation. Pendant des décennies, dans mon bureau au sein de l'administration, j'avais appris que la meilleure défense n'est jamais un cri désespéré, mais un dossier rempli de documents irréfutables. Ainsi, pendant qu'ils pensaient que j'étais enfermée dans ma chambre à dormir ou à regarder distraitement la télévision, j'étais en train de tisser le réseau qui allait les arrêter. Le matin suivant la découverte sur la tablette de Chloé, je me suis habillée avec soin. J'ai mis mon manteau bleu marine, celui de qualité, et je suis sortie de la maison sans dire un mot. Je me sentais comme une espionne sur mon propre territoire, marchant sous les arcades de Strasbourg, avec une chemise cartonnée cachée dans mon sac de course. Ma destination était le cabinet de Maître Lefebvre, un homme que je connaissais depuis une vie. Il n'était pas seulement un avocat brillant, il avait été un ami proche de mon mari, et, bien avant cela, un camarade d'études. Je savais que je pouvais lui faire une confiance aveugle. Quand je suis entrée dans son cabinet, l'odeur de vieux papier et de café m'a tout de suite ramenée à une dimension de réalité et de droit. Maître Lefebvre m'a accueilli avec un sourire, mais son regard a changé dès que j'ai commencé à sortir les feuilles. Je lui ai montré les captures d'écran de la signature numérique imitée, les relevés de compte que j'avais récupérés et les notifications de dette que Céline avait tenté de cacher. Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes, faisant défiler les pages entre ses doigts. Je voyais sa mâchoire se contracter. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit seulement quelques mots. « Béatrice, ce n'est pas seulement un mauvais comportement familial, c'est une fraude caractérisée. » Entendre ces mots prononcés par un professionnel a rendu tout cela plus réel et plus douloureux. Mon fils avait commis un délit contre moi. Nous avons passé des heures à planifier chaque mouvement. Il m'a expliqué qu'étant la titulaire des comptes et de la signature originale, je pouvais révoquer chaque délégation avec effet immédiat. Nous avons préparé les courriers pour la banque et pour la société financière qui avait accordé le prêt à la boutique de Céline. Dénoncer la fraude de la signature numérique était l'étape la plus dure, car je savais que cela aurait des conséquences juridiques lourdes pour Stéphane, mais Maître Lefebvre a été clair. « Si tu ne le fais pas, Béatrice, c'est toi qui devras payer chaque centime. Ils te prendront tout, même ta dignité. » À ce moment-là, j'ai compris que protéger Stéphane de ses propres actions serait l'erreur ultime. Il devait affronter la réalité. En sortant du cabinet de l'avocat, je me suis sentie comme si on m'avait enlevé un poids des épaules, mais qu'on en avait mis un nouveau sur mon cœur. Je me suis dirigée vers la banque. Le directeur, un homme qui me suivait depuis 15 ans et qui avait toujours eu une grande estime pour mon travail passé, m'a reçu tout de suite. Quand je lui ai expliqué la situation, il était incrédule. Nous avons procédé au blocage immédiat de toutes les cartes de crédit supplémentaires au nom de Céline et de Stéphane. J'ai retiré le nom de mon fils de la gestion de ma prévoyance et j'ai transféré chaque épargne sur un nouveau compte protégé auquel moi seule pouvais accéder. Le directeur m'a regardé avec admiration mêlée de tristesse et m'a assuré que d'ici quelques heures, le flux d'argent vers la boutique et vers les caprices de ma belle-fille s'interromprait définitivement. Rentrer à la maison après avoir fait tout cela était étrange. Entrer dans ce salon où Céline sirotait un thé, probablement acheté avec mon argent, m'a donné un sentiment de vertige. Elle m'a regardé avec un air de suffisance, me demandant où j'étais passée pendant tout ce temps. J'ai répondu simplement que j'avais fait une longue promenade parce que j'avais besoin d'air. Elle a ri, disant qu'à mon âge, je ne devrais pas trop me fatiguer et que je ferais mieux de rester à la maison à me reposer. Si seulement elle avait su que la vieille,
qu'elle voulait enfermer venait de couper les vivres à toutes ses ambitions de carton-pâte. Ce soir-là, au dîner, leur arrogance était à son comble. Ils parlaient d'un nouvel investissement, de vacances au ski qu'ils voulaient faire pour Noël. Je mangeais en silence, regardant leurs visages et pensant à quel point leur réveil serait brutal. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé les petits signes de l'effondrement qui arrivait. Céline est rentrée à la maison furieuse un après-midi, parce que son coiffeur habituel lui avait dit que sa carte avait été refusée. Elle a mis cela sur le compte d'une erreur du système bancaire, pestant contre l'inefficacité des employés. Stéphane essayait de la calmer, disant qu'il vérifierait le lendemain. J'étais là, dans la cuisine, en train de nettoyer des légumes, et je sentais la tension monter. Ils ne savaient pas encore que ce n'était pas une erreur technique, mais une décision consciente de la femme qu'ils essayaient d'effacer. Chaque fois qu'ils tentaient d'accéder à mes fonds, ils trouvaient un mur. Leur château d'apparence commençait à craquer, mais ils étaient encore trop présomptueux pour comprendre la vérité. J'ai continué ma comédie de grand-mère Béatrice, douce et un peu distraite. J'emmenais mes petits-enfants à l'école et j'écoutais leurs récits. Théo et Chloé étaient les seuls qui me faisaient vaciller. Je ne voulais pas qu'ils souffrent des fautes de leurs parents, mais je savais que leur montrer la vérité était le seul moyen de les sauver, pour qu'ils ne deviennent pas comme Céline et Stéphane. Un soir, Chloé m'a demandé pourquoi j'étais si silencieuse. Je lui ai caressé la tête et je lui ai dit que je pensais simplement à quel point il était important d'être honnête avec soi-même. Elle m'a regardé avec ses yeux intelligents, comme si elle avait compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait sous la surface calme de notre vie quotidienne. La préparation du repas du dimanche avançait. Je savais que ce serait le moment de vérité. J'avais reçu un appel de Maître Lefebvre me confirmant que les notifications légales avaient été envoyées. La banque avait officiellement ouvert une enquête interne sur la signature imitée. Le nœud se resserrait. Stéphane semblait plus agité que d'habitude. Je le voyais faire les 100 pas dans le couloir, parlant à voix basse au téléphone. Il cherchait probablement à comprendre pourquoi les comptes ne tombaient pas justes, pourquoi les découverts autorisés avaient été révoqués soudainement. Céline, en revanche, continuait sa guerre psychologique contre moi, se plaignant de ma présence et du fait que la maison avait besoin d'un souffle de fraîcheur, sa façon élégante de dire qu'elle voulait me mettre dehors. Alors que je préparais le repas ce dimanche matin, je ressentais un calme froid. Chaque ingrédient que j'ajoutais était un acte de clôture. Je savais qu'après ce repas, plus rien ne serait pareil. Je me sentais comme une administratrice qui s'apprête à présenter le bilan final d'une entreprise en faillite. Leur entreprise familiale avait fait faillite au moment où ils avaient décidé que l'ingratitude était une stratégie acceptable. Je ne ressentais plus de colère, seulement une profonde détermination. J'avais passé ma vie à servir, à soigner et à financer leur vie, mais maintenant la gestion changeait de main. Il était temps qu'ils apprennent à marcher par eux-mêmes, même si cela signifiait tomber dans la boue qu'ils avaient eux-mêmes créée. Les heures qui précédaient l'arrivée des invités ont été chargées d'une tension électrique. Céline continuait à me donner des ordres, critiquant la façon dont j'avais mis la table ou le choix du vin. Je ne répondais pas. Je la laissais accumuler son arrogance, car je savais que plus elle monterait haut, plus sa chute serait douloureuse. Stéphane est arrivé tard, le visage décomposé. Il venait de recevoir un mail de la banque. Je le comprenais à la façon dont il serrait son téléphone. Il a essayé de me parler dans la cuisine, mais Céline l'a rappelé dans la salle, impatiente de commencer ce qu'elle pensait être le discours définitif pour me convaincre de tout céder. Il ne savait pas que le discours définitif, c'est moi qui allais le faire. S'asseoir à table a été l'acte final d'une stratégie de 3 semaines. Je regardais Céline prendre place avec l'air d'une reine et Stéphane essayer de se donner une contenance. À ce moment-là, j'ai repensé à chaque heure passée dans mon bureau, à chaque budget équilibré avec peine, à chaque sacrifice fait pour donner un avenir à mon fils. Tout ce travail servait maintenant à me protéger de lui. C'était une vérité amère, mais nécessaire. Quand Céline a commencé à parler, avec ce ton condescendant qu'elle utilisait pour les enfants ou pour ceux qu'elle jugeait inférieurs, j'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour les doutes.
Elle m'a appelé un poids. Elle a dit que j'étais une gêne. À cet instant précis, j'ai activé ma défense finale. Ma réponse n'a pas été un cri, mais un constat technique. Quand j'ai dit que je ne paierais plus leur compte, j'ai vu la réalité les frapper avec la force d'un choc soudain. Le silence qui a suivi était le vide pneumatique de leur compte bancaire qui se reflétait dans la pièce. J'ai vu Céline passer de la colère à la confusion, puis à la peur pure. J'ai vu Stéphane comprendre en un instant que chacun de ses mensonges avait été découvert. Je n'étais pas la vieille qui oubliait les choses. J'étais la femme qui avait enregistré chaque manquement. Le repas venait de commencer, mais pour eux, il était déjà temps de payer l'addition, et cette fois, ils ne pouvaient pas utiliser ma carte. Alors que Céline essayait de reprendre son souffle, j'ai commencé à énumérer les faits. Il n'y avait pas de poésie dans mes paroles, seulement de la précision administrative. J'ai mentionné les dates des retraits non autorisés, les détails de la signature numérique imitée, les noms des sociétés financières auxquelles j'avais déjà envoyé la révocation. Chacune de mes paroles était un coup porté à leur impunité. Stéphane a essayé de dire qu'il voulait seulement protéger le capital familial, mais je l'ai interrompu tout de suite. Le capital familial est le mien, Stéphane, et tu étais en train de le détruire pour financer une boutique qui n'a jamais vendu un parfum sans mon aide. La vérité était là, nue et crue, sur la table, entre les assiettes en porcelaine et les verres en cristal. Je savais qu'à partir de ce moment-là, notre relation ne serait plus jamais la même. Mais honnêtement, il n'existait plus de relation depuis longtemps. Il n'existait qu'un parasitisme que j'avais permis par trop d'amour. Ce repas était ma déclaration d'indépendance. Je voyais Céline trembler, non pas de froid, mais de la panique de perdre son statut social à Strasbourg. Je voyais mon fils se rendre compte que la mère qu'il avait essayé de duper était encore bien plus intelligente que lui. Je n'étais pas un poids. J'étais le rocher sur lequel ils avaient construit leur maison sur le sable, et maintenant que le rocher s'était déplacé, tout était sur le point de s'écrouler. La stratégie de l'ombre était finie. C'était maintenant le temps des faits. J'avais passé des jours à me préparer pour ce moment, imaginant chaque réaction possible, mais la réalité était bien plus simple. Ils étaient désarmés face à l'honnêteté. Ils n'avaient pas d'arguments, ils n'avaient pas de défense, ils n'avaient que leurs mensonges qui paraissaient maintenant ridicules. Alors que je les regardais assis là, immobiles, j'ai compris que ma mission était accomplie. J'avais repris le contrôle. À partir de ce moment, chaque décision serait la mienne. La leçon avait été dure, mais c'était le seul moyen de remettre de l'ordre dans le chaos moral dans lequel ils avaient glissé. La vérité avait enfin gagné, et le goût était bien plus intense que n'importe quel plat que j'ai jamais cuisiné. Le repas s'est poursuivi dans un climat surréaliste. J'ai continué à manger avec calme, les invitant à faire de même. Céline a essayé de se lever pour partir, mais je lui ai rappelé que nous avions encore beaucoup de choses à nous dire concernant les conséquences juridiques de ces actes. Elle s'est rassise, pâle comme un linge. Stéphane semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Dans ce salon de Strasbourg, la justice faisait son œuvre de façon silencieuse et inexorable. Il n'y avait pas besoin de crier quand les documents parlaient si fort. Ma stratégie avait fonctionné parfaitement. J'avais attendu le bon moment pour leur montrer que le respect n'est pas une option, mais la base de toute famille digne de ce nom. Ce dimanche après-midi, alors que le soleil commençait à descendre derrière les toits de la ville, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai ressenti une paix profonde. La tempête avait éclaté, mais j'étais à l'abri, à l'intérieur de ma vérité. Je savais que je devrais encore affronter de nombreuses difficultés, que les questions juridiques prendraient du temps, mais l'étape la plus importante avait été franchie. J'avais cessé d'être la victime et j'étais redevenue la protagoniste de ma vie. Céline et Stéphane avaient appris que sous-estimer une femme qui a passé sa vie à gérer la complexité est la plus grande erreur que l'on puisse commettre. Le poids avait été soulevé et j'étais maintenant enfin libre de marcher vers mon avenir. Le lundi matin, Strasbourg s'est réveillé sous un ciel gris et bas, mais pour moi, l'air n'avait jamais été aussi pur. Après le repas du dimanche, la maison était restée enveloppée dans un silence presque sacré. Stéphane et Céline étaient partis sans ajouter un mot,
s'échappant comme si les murs eux-mêmes allaient s'écrouler sur leur tête. J'avais passé la soirée à ranger la cuisine, lavant chaque assiette avec une précision qui me donnait de la paix. Je savais que le lundi serait le jour de leur réveil forcé à la réalité, le jour où les chiffres cesseraient d'être des concepts abstraits pour devenir des obstacles insurmontables. Je me suis préparé avec calme, j'ai bu mon café en regardant les flèches de la cathédrale par la fenêtre et j'ai attendu. Je savais que le téléphone allait commencer à sonner tôt, mais je l'avais débranché. Je voulais qu'ils savourent chaque instant de l'effondrement qu'ils avaient eux-mêmes construit. La première à céder sous le poids de la réalité a été Céline. On me l'a raconté plus tard par une ancienne amie qui l'avait croisée par hasard dans un salon de thé réputé sous les arcades du centre. Céline y était allée pour une rencontre avec certaines de ses amies, des femmes qu'elle considérait comme son passeport pour la haute société strasbourgeoise. Elle voulait s'afficher, comme toujours, mais au moment de payer l'addition pour tout le monde, sa carte a été refusée. Pas une, mais 3 fois. Le serveur, avec la politesse glaciale que l'on réserve aux clients qui ne peuvent plus s'offrir certains luxes, lui a expliqué devant tout le monde que le circuit n'autorisait pas la transaction. Céline a tenté de rire, de dire que c'était une erreur de la banque, mais le mal était fait. Dans une ville comme Strasbourg, où la réputation court vite entre les tables des cafés, le soupçon que la grande entrepreneuse était sans un sou s'est diffusé en quelques minutes. Ce fut le début de sa fin sociale. Pendant que Céline affrontait l'humiliation publique, mon fils Stéphane recevait la visite officielle du directeur de banque et la notification juridique que Maître Lefebvre avait préparée. On m'a rapporté qu'il était dans son bureau, ou plutôt, dans cette pièce luxueuse qu'il louait pour faire semblant d'être un consultant à succès, quand il s'est rendu compte que son château de cartes n'avait plus de fondation. Le découvert autorisé avait été révoqué. La garantie qu'il avait imitée avec ma signature avait été officiellement dénoncée comme frauduleuse. Ce n'était plus une question de famille, c'était une question de loi. La panique a dû le submerger, car vers midi, je l'ai vu arriver devant chez moi. Par l'œilleton, je l'ai observé descendre de sa voiture avec les mouvements frénétiques de celui qui a perdu le contrôle. Il a sonné avec insistance, presque avec violence, mais je n'ai pas ouvert. Pas encore. Il est revenu dans l'après-midi, cette fois accompagné de Céline. Elle n'avait plus l'air assurée de la veille. Elle avait les yeux gonflés et le maquillage légèrement abîmé. Cette fois, j'ai décidé de les faire entrer. Je voulais que la confrontation finale ait lieu sur mon territoire, au milieu de mes meubles et sous la lumière de la vérité qui éclairait maintenant chaque recoin de cette maison. Quand ils se sont assis dans le salon, l'espace semblait trop petit pour leur agitation. Stéphane a commencé à crier presque tout de suite, parlant de trahison, disant qu'une mère ne pouvait pas détruire son fils de cette manière. Céline tentait d'être plus subtile, utilisant encore une fois la carte de ma prétendue confusion mentale. « Béatrice, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Tu as été manipulée par quelqu'un. Tu n'es plus toi-même, » disait-elle d'une voix qui tremblait de colère et de peur. Je les ai laissés parler. J'ai écouté chacune de leurs accusations, chaque tentative de retourner la situation, chaque mensonge désespéré. Je me sentais comme autrefois quand je devais gérer les crises administratives et les prestataires qui cherchaient à justifier leurs manquements par des excuses invraisemblables. Quand ils ont été à bout de souffle, je me suis levée et je suis allée vers mon bureau. J'ai pris la chemise cartonnée que Maître Lefebvre m'avait remise et je l'ai posée sur la table devant eux. Ici, il n'y a pas d'opinion, Stéphane. Il y a des faits, ai-je dit avec un calme qui les a fait taire instantanément. J'ai commencé à sortir les documents un par un. Il y avait l'analyse de la signature numérique qui prouvait sans aucun doute que ce n'était pas moi qui avais autorisé cet emprunt. Il y avait les historiques de la tablette de Chloé qui montraient les accès à mes comptes effectués depuis leurs propres appareils. Il y avait la liste des dettes de la boutique de Céline qui dépassèrent de 3 fois la valeur du stock. Mais le coût final n'était pas un document papier. J'ai pris mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement audio. C'était l'enregistrement de la conversation que Céline avait eue dans mon couloir, celle où elle riait de la banque automatique et projetait de m'enfermer dans une résidence pour vendre mes biens. Alors que sa propre voix résonnait dans la pièce, Céline est devenue de marbre.
Stéphane la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, ou peut-être comme s'il voyait enfin le miroir de sa propre mesquinerie. « Pensiez-vous vraiment que j'étais devenue invisible ?» ai-je demandé en éteignant l'audio. « Pensiez-vous que la femme qui a géré l'administration de grandes structures pendant 40 ans ne savait pas distinguer une erreur bancaire d'un vol prémédité ?» Stéphane a tenté de s'excuser, de dire qu'il avait été acculé par les créanciers, qu'il voulait juste un prêt temporaire et qu'il aurait tout remboursé. « Tu as utilisé mon identité comme si j'étais déjà un cadavre, Stéphane, » ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. « Tu as laissé ta femme m'insulter et planifier ma séquestration. Tu n'as pas cherché de l'aide, tu as cherché un butin. » Céline a essayé une dernière fois de réagir, hurlant que sans eux, je mourrais seule dans cette maison poussiéreuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point son manque de respect était profond. Pour elle, une femme de mon âge n'avait aucune valeur intrinsèque. Elle n'était qu'un obstacle ou une ressource économique. « Je préfère la solitude à votre compagnie parasitaire », ai-je répliqué en me levant pour les inviter à s'en aller. Leur désespoir est devenu palpable quand j'ai expliqué les conséquences juridiques immédiates. Maître Lefebvre avait déjà déposé la plainte pour usurpation d'identité et escroquerie aggravée. La banque procédait à la saisie des biens de la boutique et de la voiture de Stéphane, qui avaient été achetés avec un financement basé sur ma garantie désormais nulle. Leur monde d'apparence, fait de sorties en ville et de vêtements de créateurs, fondait comme neige au soleil. Ils n'avaient plus de carte de crédit, ils n'avaient plus de crédit social et, ce qui était le plus important, ils n'avaient plus mon silence pour les protéger. Ils étaient nus face à leurs propres fautes. Avant de sortir, Stéphane s'est arrêté sur le pas de la porte. Il semblait petit, vidé, comme si toute l'arrogance qu'il portait depuis des années était tombée en même temps que mon argent. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maman ?» m'a-t-il demandé, avec une voix d'enfant qui m'a fait mal un instant. Mais j'ai résisté. « Vous ferez ce que font les gens honnêtes, Stéphane. Vous chercherez un vrai travail, vous paierez vos dettes et vous apprendrez ce que signifie gagner sa vie sans voler celle qui vous l'a donnée. » Céline ne l'a même pas regardé. Elle était trop occupée à contrôler frénétiquement son téléphone, cherchant probablement un autre allié ou une autre victime. Mais je savais que dans la ville, les portes se fermaient les unes après les autres. Quand ils sont partis, je suis restée un moment debout au milieu du salon. Je me sentais vidée, mais étrangement propre. La vérité est un processus douloureux, comme une intervention chirurgicale nécessaire pour retirer une infection, mais après l'incision commence enfin la guérison. J'avais repris le contrôle non seulement de mon argent, mais de mon existence tout entière. Je savais que les jours à venir seraient marqués par des procédures administratives, des rendez-vous avec des avocats et peut-être quelques moments de mélancolie, mais la peur avait disparu. La grand-mère Béatrice qu'il croyait au pouvoir manipuler était morte, laissant la place à la femme forte et lucide qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de l'effondrement du couple d'or a fait le tour du quartier. Les amis de Céline ont disparu dans la nature, exactement comme je l'avais prévu. La boutique a été fermée et sur les vitrines est apparue l'avis du tribunal. Stéphane a dû quitter son bureau en ville et a commencé à recevoir des appels de créanciers auxquels il ne pouvait plus répondre avec mes chèques. On m'a rapporté qu'ils ont été vus en train de charger des cartons dans une camionnette de location, se dirigeant vers un petit appartement en périphérie, le seul qu'ils pouvaient encore se permettre avec le peu d'économie qui restait. Le contraste entre leur ancienne vie et la nouvelle réalité était brutal, mais c'était le seul remède possible pour leur arrogance. Moi, j'ai commencé à remettre de l'ordre dans ma vie. J'ai changé toutes les serrures, j'ai renégocié mes investissements et j'ai repris le cours de mes activités habituelles. Je ne me sentais pas comme un poids, je me sentais comme une ressource. J'ai passé du temps avec Chloé et Théo, leur expliquant avec délicatesse que leur grand-mère serait toujours présente pour eux, mais que les règles dans la famille avaient changé. Je voulais qu'ils apprennent que l'argent n'est pas un droit de naissance, mais le résultat de l'effort, et que le respect pour les aînés n'est pas une faveur, mais un devoir moral. Les enfants m'ont écouté en silence, et j'ai vu dans leurs yeux un nouveau type d'admiration, une admiration qui ne dépendait pas des cadeaux coûteux, mais de la force que je montrais. Mon fils a essayé de m'appeler encore plusieurs fois,
passant des supplications au ton de victime. « Maman, les enfants ont besoin de stabilité, tu ne peux pas nous faire ça, » disait-il. Je lui ai répondu que la stabilité se construit sur l'honnêteté, pas sur les signatures volées. Je lui ai dit que je continuerais à pourvoir aux besoins scolaires de mes petits-enfants, en payant directement les établissements, mais que pour lui et Céline, il n'y aurait plus un seul euro. Ils devaient sentir le poids de leur propre choix. C'était la seule façon pour eux d'avoir une chance de devenir des personnes meilleures. Ma fermeté était mon dernier acte d'amour maternel, le plus difficile et le plus nécessaire que j'ai jamais accompli. Un après-midi, j'ai rencontré Maître Lefebvre pour définir les dernières formalités. Nous étions assis dans un bureau qui sentait le cuir et la justice. Il m'a regardé et m'a dit qu'il avait rarement vu une femme de mon âge agir avec autant de précision et de courage. Beaucoup auraient préféré continuer à se faire dépouiller pour ne pas briser l'harmonie familiale, a-t-il observé. Je lui ai répondu qu'il n'y a pas d'harmonie là où il y a du parasitisme, et que ma famille méritait d'être basée sur la vérité, pas sur un mensonge financier. Je savais avoir fait le bon choix, même si le prix était de voir l'échec de mon fils. Mais son échec avait commencé bien plus tôt, quand il avait décidé que sa mère n'était qu'un numéro sur un compte en banque. Strasbourg continuait sa vie, les gens marchaient sous les arcades, et le bruit des marchés remplissait l'air. Je me sentais de nouveau faire partie de la ville, non plus comme une ombre enfermée dans un appartement à se faire consumer par l'ingratitude. J'avais gagné ma bataille, non seulement contre les dettes et les fraudes, mais contre l'idée que l'âge nous rend faibles. J'étais Béatrice, j'avais 68 ans, et j'étais plus puissante que je ne l'avais jamais été. Mon histoire était devenue un exemple pour beaucoup d'autres qui vivaient des situations similaires en silence. J'avais brisé le mur de la honte et de la peur, démontrant que la dignité ne prend jamais sa retraite et que la vérité, si on la cherche avec persévérance, trouve toujours le moyen de faire surface. Alors que je rangeais mes affaires, j'ai trouvé une vieille photo de Stéphane enfant. Je l'ai regardé longtemps, me souvenant des espoirs que j'avais placés en lui. Une larme a coulé, mais je l'ai essuyée tout de suite. Ce n'était pas une larme de faiblesse. C'était le salut à un passé qui n'existait plus. Le présent demandait de la force, et l'avenir promettait de la paix. J'avais protégé moi-même, mes petits-enfants et la mémoire de mon mari. J'avais montré à mon fils qui était vraiment la personne qu'il appelait un poids. J'étais le rocher qu'il avait soutenu et qui maintenant, avec la même fermeté, lui enseignait la valeur de la responsabilité. La leçon avait été dure, mais le bilan de ma vie revenait enfin à l'équilibre. Céline a tenté une dernière et désespérée tentative de me discréditer en parlant aux voisins, disant que j'étais devenue méchante et vengeresse. Mais les gens me connaissaient depuis des décennies. Ils savaient qui j'étais et avaient vu comment je m'étais comportée. Son venin n'a pas trouvé de terrain fertile. Sa réputation à Strasbourg était désormais compromise et personne n'était disposé à lui accorder sa confiance, ni son argent. Elle était devenue une étrangère dans son propre cercle, une femme qui avait tenté de détruire sa propre famille pour une paire de chaussures de luxe et qui finissait par compter ses centimes pour faire ses courses. La catharsis était complète. La justice n'était pas tombée du ciel. Elle était venue du bureau d'une femme qui n'avait jamais cessé de croire en la valeur du travail et de l'honnêteté. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner simple. J'ai allumé la radio et j'ai profité du bruit de la pluie sur les vitres. Il n'y avait pas de cris, pas d'exigence, pas de mensonges dans l'air. Il y avait moi, mon histoire et ma liberté. Je savais que le chemin pour reconstruire un rapport avec Stéphane serait long et n'aboutirait peut-être jamais à une véritable réconciliation, mais désormais, cela se ferait selon mes conditions. Je n'étais plus la victime de son ambition. J'étais la femme qui lui avait montré le miroir de son âme. Et dans ce miroir, enfin, il n'y avait plus de place pour les ombres. La vérité était la seule lumière qui comptait, et je l'avais allumée de mes propres mains, sans trembler. Les mois qui suivirent ce lundi de tempête furent le temps des semailles sur un terrain qui avait été brûlé par l'ingratitude. Strasbourg continuait de s'écouler sous mes yeux, avec ses étudiants pressés et ses touristes émerveillés par la pierre rose de la cathédrale, mais pour moi, chaque jour était un exercice de renaissance.
La justice, quand elle arrive, n'est pas toujours un moment de fête bruyante. C'est parfois un long silence nécessaire pour reconstruire ce qui a été détruit par la trahison. Stéphane et Céline durent affronter la réalité sans aucun faux-semblant. Sans ma garantie, la dette de la boutique de parfums devint un rocher qui écrasa chacune de leurs prétentions de réussite sociale. Ils durent tout vendre, la voiture de sport, les meubles de designer et même les bijoux que Céline aimait tant exposer lors de ses soirées mondaines. Ils déménagèrent dans un petit appartement en périphérie de la ville, un endroit modeste où le bruit de la circulation ne laissait plus de place aux rêves de gloire factice. Pour la première fois de leur vie adulte, ils découvrirent ce que signifie boucler les fins de mois avec un seul salaire, celui de Stéphane, qui dut se résigner à un travail de bureau ordinaire, bien loin des fastes de sa prétendue carrière de consultant international. Les voir tomber m'a fait mal, je ne peux pas le nier. Je suis une mère, après tout, et les entrailles d'une femme ne s'oublient jamais totalement, même face à l'injustice. Mais chaque fois que mon cœur vacillait, chaque fois que la culpabilité tentait de s'immiscer dans mes pensées, je me rappelais cette phrase prononcée à table avec tant de dédain. « Tu n'es qu'un poids pour cette famille. » Je me rappelais le plan froidement orchestré pour m'interdire et le vol pur et simple de mon identité numérique. Ces souvenirs étaient mon ancre de salut contre la tentation de redevenir leur victime. J'avais compris que le pardon ne consiste pas à oublier le mal subi, mais à cesser de permettre aux autres de vous détruire. Stéphane essaya de me joindre à plusieurs reprises, surtout quand les factures commencèrent à s'accumuler et que le réfrigérateur ne se remplissait plus par magie. Mais je restais ferme comme le grès de nos montagnes. Ma réponse était toujours la même. Maintenant, tu sais ce que cela fait de devoir payer tes propres comptes. Ce n'était pas de la méchanceté gratuite, c'était la leçon finale d'une mère qui avait compris qu'elle avait trop aimé, et surtout mal aimé. S'il n'avait pas goûté à la saveur de l'effort et de la privation, il n'aurait jamais compris la valeur de mes sacrifices passés. Céline, privée de son statut social et de ses apparats, devint l'ombre d'elle-même. Les personnes qu'elle fréquentait, celles qu'elle croyait être ses amies les plus proches, disparurent à l'instant même où son compte en banque fut vidé de sa substance. C'est la loi cruelle de la futilité. Quand le décor tombe, les figurants s'en vont. Elle vint me voir un après-midi, sans prévenir, se tenant sur le pas de ma porte. Elle n'avait plus ses vêtements de marque, mais un manteau quelconque et le visage marqué par une fatigue profonde. Elle chercha à s'excuser, mais ses paroles sonnaient encore une fois comme une stratégie pour obtenir une faveur. Elle voulait que je retire ma plainte pour la signature imitée. Je lui expliquais avec le calme de celle qui n'a plus rien à craindre que la loi devait suivre son cours, tout comme la vie avait suivi le sien. « La dignité ne s'achète pas au marché, Céline », lui dis-je avec une fermeté tranquille. « Et le respect n'est pas un vêtement que l'on peut enlever quand il n'est plus à la mode. » Elle repartit en silence sous la pluie fine, et pour la première fois, je ne ressentis pas de colère envers elle, mais une profonde pitié pour la pauvreté de son âme. Ma plus grande victoire, cependant, ne fut pas financière. Ce fut de récupérer et de consolider le lien avec mes petits-enfants, Théo et Chloé. Ils restèrent avec moi pendant plusieurs semaines, durant la période la plus mouvementée du déménagement de leurs parents. Ensemble, nous fîmes de la maison un lieu rempli de vie, mais d'une vie véritable, faite de travail scolaire, de longues discussions dans la cuisine et d'entraide mutuelle. Chloé, avec son intelligence vive, m'aida à réorganiser toute ma vie numérique, s'assurant que plus personne ne pourrait accéder à mes données personnelles sans mon autorisation explicite. Théo, de son côté, commença à s'intéresser à mon histoire, me posant des questions sur ma carrière administrative et sur les valeurs d'honnêteté qui avaient guidé mes pas. Il comprirait que leur grand-mère n'était pas un poids, mais une base solide sur laquelle ils pouvaient la compter, tant que l'honnêteté régnait entre nous. Je leur promis que je continuerais à soutenir leurs études, en payant directement leurs frais de scolarité et leurs fournitures, car leur avenir ne devait pas être compromis par les erreurs et l'avidité de leurs parents. Maître Lefebvre, mon avocat et mon ami de toujours, fut d'un soutien inestimable dans cette phase de transition. Les procédures juridiques furent longues et parfois éprouvantes, mais chaque document signé
était un pas de plus vers ma liberté définitive. Nous réussîmes à récupérer une grande partie de l'épargne qui avait été détournée et à sanctuariser mon fonds de pension. Stéphane reçut une condamnation avec sursis, une tache indélébile sur sa réputation professionnelle, mais un avertissement nécessaire pour sa conscience endormie. Il dut entamer un parcours de restitution forcée de l'argent soustrait, un petit montant mensuel qui servait plus à lui rappeler sa dette morale qu'à renflouer véritablement mon compte bancaire. Chaque fois que je recevais ce virement, je pensais que c'était le prix de son retour progressif vers l'intégrité. La justice s'exprimait ainsi, non pas par un coup de tonnerre, mais par la nécessité quotidienne d'assumer la responsabilité de ses actes. Aujourd'hui, avec le recul du temps, ma vie à Strasbourg a changé radicalement. Je ne suis plus cette femme invisible qui paie et qui se tait pour ne pas faire de vagues. J'ai repris le goût du voyage, j'ai visité des villes que je rêvais de voir depuis ma jeunesse, et j'ai retrouvé le plaisir de nouer de nouvelles amitiés sans avoir peur d'être jugée sur mon âge ou ma prétendue inutilité. Ma maison est redevenue un havre de paix, où le silence n'est plus synonyme de solitude, mais de sérénité retrouvée. J'ai compris qu'à 68 ans, on n'est pas à la fin du chemin, mais que l'on possède enfin la carte exacte pour le parcourir sans s'égarer dans les attentes des autres. J'ai appris que l'amour ne doit jamais être un sacrifice au détriment de sa propre dignité, et que dire non à ceux qui vous utilisent est le plus grand acte de respect que l'on puisse avoir envers soi-même. Mon histoire est celle d'une femme que l'on a appelée un poids et qui a découvert qu'elle était la colonne vertébrale de tout son monde. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations similaires, prises au piège de l'ingratitude familiale. Des femmes qui se sentent coupables parce que leurs enfants ne les respectent pas, ou qui supportent des humiliations silencieuses par peur de briser l'unité de la famille. À elles, j'aimerais dire que vous n'êtes jamais un poids. Le seul poids qui existe, c'est l'arrogance de ceux qui reçoivent sans jamais remercier. Le seul poids, c'est l'avidité de ceux qui pensent que tout leur est dû. La véritable force réside dans le fait de reconnaître sa propre valeur et d'exiger le respect que nous méritons. Il n'est jamais trop tard pour relever la tête, pour regarder les comptes de sa propre vie et décider qu'il est temps de clôturer le bilan avec ceux qui nous volent notre joie et notre honneur. La justice est une graine que nous portons en nous. Nous devons simplement avoir le courage de la faire germer, même si cela implique d'arracher les mauvaises herbes que nous avons nourries pendant trop longtemps. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté aujourd'hui, de m'avoir permis de partager avec vous cette partie si intime et parfois douloureuse de mon existence. Sentir que ma voix peut résonner chez quelqu'un d'autre me donne une force incroyable. Si mon histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour écouter d'autres histoires. Je vous demande également de partager cette histoire avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait en avoir besoin. Parfois, il suffit d'un mot, d'un exemple de courage, pour donner à une autre personne l'élan nécessaire pour changer son propre destin. Ne laissons personne se sentir seul dans son combat contre l'ingratitude. Dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? J'aime imaginer vos visages et les endroits où vous vous trouvez à cet instant. Et si vous avez vécu des situations semblables, ou si vous voulez simplement m'adresser un salut, écrivez-le sans hésiter. Je lirai chacun de vos messages avec attention et avec beaucoup d'affection. Merci encore pour votre temps et pour votre attention bienveillante. Je vous souhaite de trouver toujours la force de défendre votre propre lumière, tout comme j'ai fini par le faire. Un embrassement chaleureux à vous tous. Merci du plus profond de mon cœur de m'avoir écouté.